Bonjour, c'est Cryptolyse, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 15 décembre 2023. On se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler actualité, pour parler BTC. On fera un petit tour sur la macro comme d'habitude parce que on attend en fait la clôture de cette semaine, on va expliquer pourquoi. Et on va aller vraiment sur les graphiques pour comprendre ce qui est en train de se passer avec la petite chasse à la liquidité qu'on a eu au niveau du BTC, et ça commence tout de suite. Si tu as envie de te former et profiter vraiment du bull run, c'est simple, il y a une formation parfaite, complète, gratuite à disposition. C'est à travers un parcours pédagogique qui t'apprend tout sur la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique et le trading. Tout ça gratuitement en commentaire et en description. Tu as des exercices, des QCM, des modules, des vidéos, des guides, tout pour pouvoir t'accompagner dans ta progression. Ledger a patché une énorme vulnérabilité qui était dans le Ledger Connect Kit. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé et quel est l'impact pour vous? Alors, Ledger, il faut comprendre que c'est une société qui est spécialisée dans du hardware sécurisé, et vraiment sécurisé de chez sécurisé. C'est le principe de Ledger, c'est que c'est une société hardware. Concernant la partie software, qui est obligatoire pour pouvoir se connecter au hardware, donc globalement se connecter à la clé sécurisée Ledger, il faut un petit bout de code qui s'appelle le Connector Kit, qu'on utilise dans les applications décentralisées, dans lequel les applications décentralisées ont une librairie de développement pour pouvoir utiliser les fonctions de Ledger, et dans Ledger, ils ont eux-mêmes leurs fonctions qui sont implémentées pour pouvoir faire la connexion entre les deux. Globalement, il faut voir ça comme étant une clé pour pouvoir demander des informations à la personne. C'est exactement ça. Ça veut dire que c'est comme si on mettait un sas de sécurité entre la Ledger et le site. C'est-à-dire, pas tous les sites peuvent justement communiquer avec la Ledger, il faut qu'elles aient implémenté le Ledger Connector Kit. Et dans ce Ledger Connector Kit, a priori, il y a eu justement un bout de code malicieux qui permettait de drainer des fonds. C'est-à-dire que quand vous connectiez à une application décentralisée, on vous demandait en fait une signature, et cette signature, c'était le transfert de vos fonds vers une adresse d'un attaquant, et à savoir qu'ils ont drainé quasiment 610 000 $. Actuellement, c'est ce qui a été vu par ZachXTB, donc je vous invite à suivre d'ailleurs ce compte, parce qu'il fait toujours de très bonnes analyses on-chain sur les hackers, sur les scammers, et c'est très intéressant la façon dans laquelle il fait les analyses. Ça permet en fait de monter en compétence, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, sur de l'analyse on-chain, donc je vous invite vraiment à le suivre. Mais ce qui est important à savoir, c'est que, du coup, ça sous-entend que votre Ledger n'est pas, en elle-même, impactée. D'accord ? Comprenez bien que c'est une signature lorsque vous vous connectiez sur un site de finances décentralisées qui pouvait compromettre une partie de vos fonds. D'accord ? On est vraiment dans cette idée-là. Ce n'est pas de la totalité de vos fonds, parce que même c'est EVM compatible uniquement, d'accord, donc c'était tout ce qui est EVM compatible, mais par exemple, les atomes, si jamais vous aviez des atomes, ça n'aurait pas eu d'impact sur ça. Et ensuite, ça a été directement validé et corrigé en quelques minutes, je crois que ça a été 40 minutes, ça a été déployé, et le temps que tout soit validé, etc., c'était peut-être 1, 2, 3 heures, dans lequel il y avait des actions, en fait, qui étaient possibles. Bon, la finalité, c'est que dans tous les cas, la Ledger, c'est bien, mais personnellement, moi j'utilise une Ledger vraiment pour mes cold storage. D'accord ? J'ai plusieurs Ledger qui sont utilisés pour mes fonds, et qui sont répartis, mais sous forme de cold storage. Ça veut dire que je ne les utilise pas pour faire des interactions et des finances décentralisées. J'en ai qu'une seule qui sert à ça, et c'est juste une qui sert à transiter des fonds. D'accord ? C'est juste, en fait, c'est pas ma Ledger dans laquelle j'ai tous mes fonds. Ma Ledger, celles dans lesquelles j'ai tous mes fonds, elles sont en fait en cold storage, donc elles n'ont pas d'interaction avec la finance décentralisée. Et c'est le but. C'est vraiment le but de limiter l'accès à tout. C'est le même principe quand vous mettez de l'argent dans un livret A, dans un PEA, c'est de l'argent qui n'est pas sur votre compte bancaire, que vous ne pouvez pas dépenser instantanément, vous devez faire un transfert de fonds. C'est un peu le même principe, sauf que il faut le faire avec des ledgers, et c'est le même symptôme, c'est la même chose qu'on a par rapport à ça. Et ça, ce sera valable par rapport à Ledger, mais par rapport à toute autre wallet que vous avez. Comprenez bien que quand vous êtes sur un wallet qui interagit avec d'autres éléments, dans lequel vous avez
une carte bleue, si on doit faire vraiment la schématique avec un compte bancaire, bah cette carte bleue, elle peut être volée, elle peut être hackée. Avec maintenant le sans contact, on sait que on peut le récupérer quand on est dans un rayon de 2 mètres autour de la personne. Il y a des risques qui existent réellement. Bah, même principe, quand vous êtes avec une Ledger qui s'interconnecte avec des finances décentralisées, c'est comme si vous aviez une carte bleue, et donc vous prenez ces risques-là, et ça c'est inhérent, c'est pas parce que c'est Ledger, c'est pas parce que c'est un autre, que c'est infaillible, il y aura toujours des failles, quoi qu'il arrive. La carte bleue Visa a été craquée, pour rappel, dans les années 2000. Bon, la personne n'en a pas abusé, elle est allée expliquer à Visa comment il avait fait, mais ça n'empêche que c'était intéressant cette réflexion, et c'est là où je veux vous emmener. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas reposer sur une technologie, vous devez vous-même, dans votre gestion des fonds, dans votre gestion de vos fonds, de vos clés, et de l'utilisation que vous en faites, être sécuritaire de façon à pouvoir compartimenter les risques. Bon, ceci étant dit, l'impact a été relativement faible, je pense que beaucoup de personnes ont eu peur, mais en l'occurrence, on a eu assez peu d'impact, 600 000 $ sur une faille qui est quand même relativement importante comme celle-ci, c'est assez peu, on ne peut pas se le cacher. On va avancer dans les nouvelles avec ici une prise de parole de Gary Gensler sur les ETF spot. Très intéressant quand on le met en comparaison avec aussi l'allocution qu'il a eue cette semaine sur les cryptos, dans lequel il a refusé de parler des cryptos, en disant que c'était plus sa priorité, et ce que j'ai bien aimé, c'est que là actuellement il explique que suite à la décision de justice, donc là-dessus c'est la décision de justice par rapport à Grayscale Capital, il dit qu'il voit les ETF BTC d'une autre façon. Là, on a clairement la validation des ETF. Hein. On va pas se cacher, il n'y a pas de demi-mot possible. La victoire de Grayscale par rapport à la SEC a entraîné la validation certaine de l'ensemble des ETF. La question va être quand, je vous remets les dates là, dans lequel nous avons celui qui est le plus regardé, hein, c'est iShares Bitcoin Trust, qui va être celui de BlackRock, date finale le 15 mars, alors certes il y a une échéance le 15 janvier, et tout le monde regarde janvier parce que tout le monde se dit que on doit valider l'ensemble des ETF en même temps, sinon ce n'est pas concurrentiel, et on a ARK qui arrive le 10 janvier, ok. Sauf que dans les personnes qui redéposent régulièrement des informations au niveau de leur ETF, c'est iShares, ça va être Fidelity, bon, ce n'est pas forcément ARK, d'accord ? Donc ça sous-entend que celui qui fait évoluer sa demande par rapport aux différentes discussions avec la SEC, et ce que l'on voit régulièrement passer ces discussions avec la SEC au niveau de BlackRock et de Fidelity, mais pas forcément, ici Fidelity, mais pas forcément celui de ARK. Donc il est aussi possible qu'il manque des informations, que celui de ARK soit refusé, pour être à nouveau déposé, et validé en même temps que Mars, d'accord? Donc c'est tout à fait faisable. Est-ce que forcément ça doit être validé en janvier? Donc c'est-à-dire début Q1 2024, pas forcément, d'accord, on n'oublie pas que la dernière date, c'est vraiment mars. Et je vous dis ça parce que moi-même, j'ai tendance à l'oublier. Dans une discussion que j'ai eue hier avec une amie, c'est vrai que j'étais persuadé que la date finale de BlackRock était en janvier, alors que je sais pertinemment que c'était en mars. Mais tout simplement à cause du rabattage médiatique que l'on a actuellement, j'étais persuadé de ça, et donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention au niveau de ces niveaux-là, c'est que c'est pas parce que c'est marqué ici, il y en a une qui est en janvier, que celle-là ne pourrait pas être refusée pour ensuite accepter tout le reste en mars, et refaire déposer ARK une nouvelle demande pour la valider par la suite, d'accord? Ça peut très bien se passer, et donc c'est pour ça que je pense qu'on a encore un petit peu le temps au niveau des ETF, de toute façon on aura la réponse très rapidement, je vous rappelle qu'on est le 15 décembre, et on a une réponse avant le 10 janvier, donc c'est-à-dire moins d'un mois. En parlant de ARK, je rappelle que ARK est toujours en train de vendre du Coinbase, et ils sont dans une vague de frise de profit depuis, je crois que c'est la 4e ou 5e vente qu'ils ont actuellement sur des actions de Coinbase, et il y a une grosse prise de profit qui est en cours, déjà depuis un certain temps, donc là ils verrouillent en fait une partie des profits, ce qui est plutôt normal en termes de stratégie, et on va suivre un petit peu leurs évolutions, parce que c'est intéressant de voir que c'est un des acteurs, qui est quand même très présent en crypto, qui fait une stratégie de profit importante sur des acteurs qui devraient être valorisés, parce qu'on parle de Grayscale et on parle de Coinbase, qui devraient être valorisés suite à la validation des ETF spot. Donc c'est intéressant la prise de profit actuelle, on va se le noter et je pense qu'on l'analysera certainement dans 6 mois, 1 an,
voir quel était le mouvement réel qu'ils ont eu à ce moment-là, et voir si on avait peut-être des informations pour plus tard. Au niveau de la macro, nous avons les PMI services, 15h45 aujourd'hui, qui risque d'être suivi. La BCE, bon, ça n'a pas bougé au niveau des taux, et on est dans la même démarche, en fait on suit la Fed, peut-être un peu moins restrictif que celui de la Fed, mais on est à peu près dans la même démarche, ce qui est plutôt cohérent. Au niveau du S&P 500, on a ici une temporisation hier, début de journée qui est plutôt impulsive, mais là c'est plutôt logique, on a eu vraiment la réaction haussière très très forte sur le FOMC, et là on va arriver dans une forme de temporisation. Ce qui va être intéressant de voir, c'est est-ce qu'on va être dans une latéralisation, donc quelque chose qui va latéraliser de ce style-là, ou est-ce qu'on va avoir vraiment la mise en place d'une distribution avec un BCARST, SO, UT, UTAN. Donc si on a quelque chose comme ça, là on se posera des questions. Si jamais on a une forme de latéralisation vraiment plate, à ce moment-là on aura une forme de réaccumulation et on repartira à la hausse, et ça veut dire que potentiellement on pourrait voir un SP500 qui fasse un nouvel ATH rapidement, alors que on est censé être dans une fin d'année et on est censé rentrer bientôt dans les semaines de vente, de prise de profit générale, et ce qui serait logique au vu des performances qu'on a eues depuis octobre 2023, et même, on va dire depuis 2023 tout court, 2023, mars, hop, décembre, donc on a eu une performance qui est juste impressionnante à l'heure actuelle, donc il est logique d'avoir des prises de profit quand on a sur un S&P 500 fait 23%, chose qui est relativement rare en termes de progression sur des indices comme cela. Au niveau des éléments vraiment à vérifier sur la macro, c'est deux choses. Un, les taux à 10 ans, dans lequel on marque bien ici cette continuité baissière. La réaction au niveau du FOMC était plutôt attendue et surveillée. On est en train de valider en dessous des 4%. La clôture weekly en dessous des 4% va être vraiment importante. Mais on est en train de toucher un gros support. Il faudrait le casser pour aller s'instancier, pour aller s'installer dans les alentours des 3,27, pour ensuite ici vraiment valider potentiellement un retour dans les 2%. C'est l'élément clé, d'accord? Le second élément clé se trouve ici, ça va être les différences entre le yielding des différentes obligations américaines, dans lequel on a le 2 ans et le 10 ans, et en fait, quand on voit bien ça, cette courbe, on voit bien la courbe bleue qui représente les 10 ans, et on voit ici la courbe orange foncée qui représente les 2 ans, et on voit qu'on a quand même un écart qui est très important, trop important. On avait une diminution de cet écart qui était en train d'être effectuée, qui était plutôt positif, et on voit que dans cette décélération des taux, malheureusement, on a bien ici l'écart qui est en train de se recreuser, et je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment surveiller dans les mois qui arrivent, parce que si jamais on continue à recreuser l'écart, vraiment on aura l'instanciation sur du long terme d'une anomalie réel, parce qu'on n'est pas censé avoir un écart de ce style-là, on est censé avoir les 10 ans qui sont au-dessus des 2 ans, et les 2 ans et les 10 ans qui sont en dessous des 30 ans, là ce n'est pas le cas, donc plus on reste dans cette anomalie, plus on a une incohérence au niveau du marché, chose que tout le monde est en train de noter dans tous les cas. L'autre point à surveiller, ça va être vraiment le pétrole. Là, on voit qu'on commence à être racheté. Je vous avais annoncé ça, que plus on arrivait dans les 68, plus on allait être racheté, et qu'on allait certainement pas rester longtemps. On voit qu'on est en train de tenter ici un breakout directement, d'accord, un petit break-off structure ici, voir si on fait un petit retest avant de repartir, ou si c'est juste une forme de retest, mais dans tous les cas, cette zone-là sera systématiquement rachetée. En dessous de 70, je pouvez vous dire que le pétrole sera racheté, même si on va chercher plus bas. Dans tous les cas, il y aura du rachat de mèche qui aura lieu, et ce sera dans tous les cas une grosse buy zone pour pouvoir accompagner le prix, pour retourner au-dessus des 80 $, qui est le prix demandé par l'OPEP pour pouvoir maintenir leur balance financière. Si on continue avec le BTC dans lequel on a une semaine qui est fort vraiment en termes de volatilité, ça va être très intéressant de voir avec la nouvelle notamment de Ledger, on va le voir court terme que ça fait peur à beaucoup de personnes, mais quand on dézoome, on voit surtout qu'on est en train d'osciller entre les deux gaps CME qui ont été effectués et la clôture weekly CME se passe ce soir, qui va être très important pour voir justement où on va s'instancier. Est-ce qu'on va avoir vraiment le mouvement sur cette fin de semaine, ou est-ce qu'on va continuer à zoner au milieu de ce range, parce que je pense qu'on est en train de créer un range entouré de ces deux gaps CME, dans lequel certainement en extension on ira les combler. Si on continue court terme et qu'on plonge un petit peu dans le daily, cette fois-ci, on voit bien qu'on a eu la journée d'hier qui a été vraiment forte en termes de volatilité dans la journée même, avec principalement Ledger, ça a joué énormément, dans lequel on a eu un pic baissier très fort avec cette mèche qui est allée liquider une grosse partie et qui est allée en fait
tout simplement retester une partie de l'imbalance qui se trouvait là, avant de repartir et de réaccélérer à la hausse. Ce qui est intéressant, c'est que vraiment le niveau de retest ici qu'on avait défini a été tenu et est toujours tenu actuellement, d'accord? La grande question qui va falloir se poser, c'est que là, on a une distribution, on a une accumulation, et là, normalement, on serait censé avoir une distribution, quand on regarde un petit peu ce qui est en train de se passer. Donc on aurait accumulation, distribution égale redistribution. Le fait qu'on ne casse pas ce niveau-là et qu'on n'arrive pas à consolider au-dessus me confirme mon biais d'avoir une chute qui va s'effectuer en justement 3 temps, premier, deuxième, troisième, et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer là et que je vais surveiller. Néanmoins, on n'a encore pas la validation de la distribution. On est sur la mise en place de la distribution. Ça pourrait très bien être ici une réaccumulation, et pour ce faire, en fait, la validation, on aura, c'est sur une instantiation au-dessus des 43 400 avec une consolidation au-dessus. Clairement, on ira ici chercher le gap CME et on ira chercher les liquidités ici. On n'oublie pas qu'on a vraiment deux polarités qui sont en train de se mettre en place. D'ailleurs, là, on va juste remonter, hop, parce que premier, deuxième, troisième qui nous donne des targets à 39 000. On a une première polarité qui va être en dessous des 40 000, dans lequel on a beaucoup de liquidités. On le voit bien au niveau Kingfisher, 40 000, première pool de liquidité, deuxième pool entre 39-38, et troisième pool qui a quasiment disparu, mais qui était entre 38 et 37. On voit que ça s'est déplacé à la hausse, donc il y a eu une partie de prise de profit, ou en tout cas une partie de cut, pour pouvoir assurer en fait une partie des profits. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que là on a donc cette première zone de polarité qui est globalement ici entre 40 et 38, qui correspond à notre objectif 1 et 1,1 de notre projection en 3 temps, et qui correspond aussi ici au retest de rupture de cette accélération haussière qui s'est effectuée aussi en 3 temps. Donc ça va être vraiment intéressant de voir la construction que l'on va avoir aujourd'hui, et savoir si on va rester en fait dans cette zone ici, chose qui pourrait arriver, tout simplement, avoir un volume très très faible, parce que globalement, là, depuis qu'on a eu un petit peu des mouvements, mais depuis jeudi, on a quasiment pas de mouvement. D'accord, quand on regarde, on n'a pas d'oscillation. Alors qu'avant, on avait vraiment des mouvements qui avaient quand même une amplitude relativement forte. Là, ce n'est pas le cas. On prend le temps et on a très peu de volatilité. On a de la volatilité intraday, mais en fait, dans la semaine, on a eu assez peu de volatilité quand on recompile le mouvement réel. Ici, si on continue comme ça et qu'on reste dans ce range, je pense qu'on pourrait y rester une partie de week-end. Donc il faudrait arriver à casser ce range très rapidement, qui est maintenu en fait ici par cette résistance, par ce support pardon, et cette résistance là. On voit bien que les deux maintiennent le cours, et donc on est en train de travailler dans cette zone de volume, ce qui est plutôt classique. Donc c'est-à-dire que le mouvement qui en sortira sera dans tous les cas impulsif, et c'est ce que l'on va vouloir voir dans tous les cas. Côté order flow, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit du hedging qui est toujours en train de se mettre en place, hein. On a une continuité ici de la diminution des longues, donc ça veut dire qu'on a un positionnement, en fait il y a deux possibilités quand on voit ça, soit on a un allègement des achats, donc c'est-à-dire des prises de profit, soit on se retrouve sur une augmentation des shorts, qui sont généralement un hedging du spot qui est effectué. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a l'open interest qui reste relativement flat, donc ça sous-entend qu'on a à peu près un niveau cohérent des positions qui sont ouvertes et fermées à levier, donc on a un marché qui est en statu quo, ce qui correspond aussi ici au marché qui est relativement flat, hein, d'accord, on n'a pas d'augmentation d'un côté ou de l'autre. Par contre, enfin en termes de levier, par contre on voit bien qu'on a une ouverture de short, pour moi je le vois comme ça, de hedging qui est en train d'être effectué par les top traders de façon à pouvoir contrebalancer leur position. Donc quand on voit ça, généralement, c'est quelque chose qu'on a déjà vu et qui nous confirmerait la possibilité d'avoir 1, 2, 3, c'est quelque chose qui est à peu près courant pour ensuite, après, être racheté dans cette zone-là, et là on verra si on a une belle accumulation pour repartir à la hausse, ça pourrait être intéressant. Et du coup, au niveau de temporalité, on pourrait se dire qu'on pourrait arriver au niveau de Noël dans cette partie-là, avant d'avoir l'accumulation, et repartir à la hausse avec l'ensemble des nouvelles de Noël. On a l'habitude de le voir, d'ailleurs, le fait que c'est des jours, ou des semaines, en tout cas en préparation, dans lesquelles les personnes sont en famille, parlent de la crypto, et donc forcément, on a des achats impulsifs qui arrivent, et on a en fait une injection de liquidité, dans lequel on se retrouve sur des accélérations qui sont relativement courtes, hein, mais n'empêche, qui peuvent suffire pour déclencher un petit short squeeze et aller chercher des targets un petit peu plus hautes, et chose qu'on va aller vérifier et attendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et surtout ça soutient la chaîne. Et si vous voulez vraiment soutenir la chaîne, partagez, 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 merci infiniment. Nous on se retrouve à 13h30 pour parler de ADA, la crypto de Cardano.